D'abord, bien sûr, je me joins aux remerciements qui ont été faits par les camarades pour celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée. Bien sûr, les camarades insoumis de la 13e circonscription et de la 16e circonscription, mais au-delà, à toutes celles et ceux qui ont répondu présents. Et puisque Marina parlait tout à l'heure de ces circonscriptions où les camarades se sont battus et malheureusement n'ont pas réussi à gagner cette fois-ci, et parfois même de ces circonscriptions où nous nous sommes battus et malgré ça c'est le Rassemblement national qui l'a emporté, dit un mot de soutien et d'encouragement aux camarades de la 16e circonscription également. Et je sais qu'il y a aussi le candidat Christophe Caillot qui est dans la salle, donc je voulais le saluer. Voilà. Le sujet du débat qu'on avait ensemble, c'était quels objectifs pour la NUP. Et moi, si je le prenais de manière très scolaire, je répondrais gagner, gagner, gagner. Gagner d'abord tout de suite. Gagner tout de suite, ça veut dire gagner pour changer tout simplement la vie des gens, parce que ce soit la NUP, que ce soit la France Insoumise, que ce soit l'ensemble des partis politiques qui sont représentés au sein de notre alliance, l'objectif d'un parti, c'est pas des objectifs internes. Le parti n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et un outil pourquoi ? Un outil pour transformer la société, un outil pour faire en sorte que la vie qui est trop difficile dans la 6e puissance économique du monde soit moins difficile demain. Un outil qui permet, face à l'inquiétude qui a été exprimée par les jeunes qui se sont exprimés avant nous tout à l'heure en matière d'urgence climatique et environnementale, de pouvoir enfin amorcer les transitions qui sont indispensables aujourd'hui et sur lesquelles on a perdu beaucoup trop de temps et sur lesquelles on continue à perdre du temps et sur lesquelles ce gouvernement actuel, condamné déjà dans la mandature précédente pour inaction climatique et environnementale, est parti pour continuer toujours dans la même direction, c'est-à-dire on fait semblant, on fait des grandes phrases, on fait beaucoup de communication, mais on met en place aucune mesure concrète et sérieuse pour organiser la transition dont on a besoin pour faire face à cette situation extrêmement dangereuse pour l'avenir de notre écosystème. Et aujourd'hui, ces mesures-là, elles ne sont pas sur la table. Donc il faut gagner des mesures qui soient des mesures immédiates, c'est évident. Il faut faire en sorte de s'opposer aux mauvais projets, et Pierre en a évoqué à l'instant un certain nombre qui sont proposés, qui sont sur la table, et la feuille de route gouvernementale. Mais il faut aussi, et ça a été dit par les camarades avant moi, préparer en permanence le fait que la nouvelle Union populaire écologique et sociale continue à exister, que la NUP continue à se renforcer. Parce que oui, on n'est pas à l'abri de retourner devant les électrices et les électeurs dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années, personne ne le sait. Mais s'il y a demain une dissolution dans ce pays, on aura 40 jours pour se préparer pour aller devant les électrices et les électeurs. Et à ce moment-là, il y a une possibilité, c'est que ça soit le Rassemblement national, soit la NUP, qui soit l'alternative, et qui soit l'alternative au pouvoir dans les prochaines semaines. Et parce qu'on ne veut pas que ça soit le Rassemblement national, l'alternative, à ce moment-là, on doit se poser la question de savoir comment d'ici là, bien évidemment, on est la force d'opposition principale, qui dit les choses franchement, qui s'oppose de toutes ses forces quand le gouvernement va revenir avec sur la table le projet de report de l'âge de départ à la retraite. Nous serons les premiers à nous battre à l'Assemblée, tous ensemble, les forces de la NUP pour l'empêcher. Mais on aura besoin de la mobilisation sociale, de la mobilisation populaire dans la rue, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Surtout si, comme ça semble être le cas, on verra s'ils le font finalement, le gouvernement utilise les discussions budgétaires qui vont avoir lieu à la fin de l'année pour glisser un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour esquiver le débat et pour essayer de faire ça en vitesse. Alors tenez-vous prêts à réagir sur ce sujet parce qu'il faudra répondre de manière extrêmement ferme, de manière extrêmement dense, de manière extrêmement massive pour l'empêcher de faire ça parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'il a dans la tête. Donc bien sûr il faudra être là. Bien sûr, la NUP, elle a une responsabilité face aux mauvais projets du gouvernement. Pierre a évoqué les retraites, mais aussi, bien évidemment, la réforme de l'assurance chômage qui est sur la table aujourd'hui. Mais il faut aussi gagner des choses. Gagner des choses parce que la situation sociale, aujourd'hui, de ce pays, elle est inacceptable. Parce que les prix explosent, que ce soit les prix des produits alimentaires,
que ce soit les prix de l'énergie, vous le savez, on y est toutes et tous confrontés au quotidien. Et face à ça, vous avez un gouvernement, on l'a vu avant l'été, et on continue à le voir dans les déclarations qui sont sur la table aujourd'hui, qui a des réponses qui sont des réponses complètement déconnectées de la réalité de la situation. Quand vous dites que vous n'arrivez pas tout simplement à vivre de votre salaire, que vous avez un gouvernement qui vous dit que sa grande mesure pour le pouvoir d'achat, ça va être d'augmenter le plafond de défiscalisation de la prime versée au bon vouloir des employeurs pour moins de 20% de la population, vous avez un gouvernement qui n'a rien à faire de nos existences et qui continue dans une vision qui est une vision purement idéologique. C'est-à-dire on ne vous donne rien, on fait semblant d'améliorer la vie des gens et en fait on continue à aggraver le déficit de la sécurité sociale pour pouvoir ensuite justifier les réformes parce qu'on aura défiscalisé encore des primes plutôt que de verser des salaires avec des cotisations sociales qui permettent de payer la sécurité. Quand vous avez un gouvernement qui se targue et qui vient sur les plateaux de télévision parader parce que, disent-ils, on va bloquer la hausse des loyers à 3,5%, alors que quand vous regardez les choses en détail, vous savez que depuis que l'indice de référence des loyers a été mis en place dans notre pays, il n'y a jamais eu une seule hausse de 3,5%. Et que le gouvernement vous dit, vous inquiétez pas, on va bloquer à 3,5%. 3,5%, c'est le record historique de la hausse des loyers depuis qu'on le mesure en un an. Et le gouvernement va vous présenter le blocage à 3,5% de hausse des loyers comme un cadeau qu'il vous fait. Voilà, c'est ça les réponses qui sont les réponses gouvernementales aujourd'hui. Et on s'est battu ensemble, à l'Assemblée nationale, l'ensemble des groupes de la NUP, pour dire non, c'est pas bloquer les loyers à 3,5% qu'il faut faire, c'est le gel des loyers, parce qu'aujourd'hui, tout simplement, vous avez des locataires qui s'en sortent plus et qui n'arriveront pas à payer un loyer qui aura augmenté de 3,5% en un an. C'est pas des petites primes ou des petites mesurettes dont on a besoin, c'est des augmentations de salaire, en commençant parce qu'on peut augmenter tout de suite, c'est-à-dire le SMIC qu'il faut amener maintenant à 1 600 € parce que l'inflation est telle que même 1 500 € aujourd'hui, ça permettrait tout simplement pas de vivre de son travail. Donc oui, il faut augmenter les salaires. Oui, il faut aller vers des mesures de blocage des prix. Parce que quand vous avez cette semaine Elisabeth Borne qui vous dit qu'elle va vous présenter un bouclier fiscal, un bouclier, normalement un bouclier c'est fait pour empêcher de passer les flèches, non? Ben non, là c'est un bouclier dans lequel on va limiter à 15% la hausse des prix de l'énergie. C'est comme si vous aviez un bouclier mais qui laisse passer 15% des flèches. Bon, ben ça s'appelle plus un bouclier, vous voyez? Donc nous ce qu'on veut c'est le blocage des prix de l'énergie, le blocage du prix du gaz, le blocage du prix de l'électricité. Parce que tout simplement vous avez des gens qui n'arrivent plus à s'en sortir, vous avez des communes qui sont étranglées et qui n'arrivent plus à payer les factures d'électricité. Ils sont en train d'annoncer partout en France qu'elles ne paieront plus les factures et elles ont raison de le faire. Et on les soutient dans cette démarche parce que tout simplement on ne peut pas faire face à cette situation. Et de l'autre côté du spectre, vous avez un gouvernement qui vous dit « Ah, mais les super profits, on ne sait pas si ça existe. » Bruno Le Maire, non, mais moi je ne connais pas de super profits. Quand il va au MEDEF, il ne sait pas ce que c'est les super profits. Bruno Le Maire, alors on va lui dire les choses franchement. Hein. À peu près l'ensemble des autres pays de l'Union européenne reconnaissent qu'il y a des super profits. La Commission européenne reconnaît qu'il y a des super profits. Le FMI. Si on m'avait dit que je citerais le FMI une fois dans une réunion organisée par les Insoumis, franchement je ne l'aurais pas dit. Même le FMI dit qu'il y a des super profits et qu'il faut les mettre à contribution. L'ONU, le secrétaire général de l'ONU dit mettez en place une taxe sur les super profits. L'Espagne l'a fait, l'Italie l'a fait, le Royaume-Uni l'a fait, la Roumanie l'a fait, même la Hongrie, le gouvernement d'extrême droite en Hongrie, même la Hongrie met en place une taxe sur les super profits, mais nous non, on ne sait pas ce que c'est les super profits. Donc vous avez d'un côté des mesures qui sont des mesures complètement à côté de la plaque et de la réalité sociale du pays, et de l'autre côté un refus de mettre à contribution celles et ceux qui s'en mettent plein les poches dans cette situation. Cette année on a atteint un record historique du versement des dividendes dans les entreprises du CAC 40, augmentation de plus de 33%. Vous avez Total qui sur un seul trimestre fait 18 milliards d'euros de bénéfices. Vous avez un groupe comme Shell, on les a auditionnés, on a initié une mission flash à l'Assemblée nationale sur la question des super profits qui rendra son rapport au début du mois d'octobre. On a auditionné le PDG de Shell ce mardi. Shell, c'est 18 milliards d'euros sur un seul trimestre de bénéfices réalisés cette année. Et le patron de Shell, il vous dit, je ne sais pas ce que c'est les super profits. Vous lui dites, bah regardez, on a pris vos chiffres. En 2017, vous avez fait 5 milliards de profits. En 2018, vous avez fait 12. En 2019, vous avez fait 17. En 2020, je dis les chiffres de mémoire, vous avez perdu un peu. En 2021, vous avez augmenté. En gros, vous étiez toujours entre moins 10 et 20 milliards de bénéfices sur l'année complète. Et là, vous avez fait 20 milliards sur un seul trimestre.
Vous n'avez pas l'impression que ça s'appelle un super profit? Ah non, mais on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas combien d'argent on va gagner sur les trimestres suivants, etc. C'est pas difficile de définir un super profit et de le mettre à contribution. Donc oui, il faut partager, ça on peut le gagner. On peut gagner cette bataille sur la taxe sur les super profits. Parce qu'il y a des faiblesses, parce que vous avez vu que le gouvernement est divisé sur le sujet. Parce qu'entre ce que dit Bruno Le Maire, ce que dit Madame Borne, elle dit la porte n'est pas totalement fermée. Nous on préférait qu'elle soit carrément ouverte. Mais on va faire en sorte de l'ouvrir la porte, si elle ne veut pas l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, on a besoin bien évidemment de continuer notre travail à l'Assemblée nationale, mais on a besoin de l'ouvrir aussi dans la rue, dans les initiatives. Il y a des initiatives qui sont prises par les uns et les autres. Nous on a lancé une pétition, vous pouvez la signer sur taxesuperprofit.fr. Plus on sera nombreuses et nombreux à signer cette pétition, plus ça nous aidera dans la bataille qu'on va mener à l'Assemblée nationale. Il va y avoir la discussion budgétaire, je l'ai dit, et ben on déposera ensemble. On l'a déjà fait dans la discussion budgétaire précédente, des amendements pour introduire une taxe sur les super profits. Et s'ils ne veulent pas, et s'ils refusent, et ben on continuera et on ira jusqu'au référendum d'initiative partagée qui a été proposé par les camarades socialistes. On ira chercher les 4,2 millions de signataires si c'est nécessaire. Et sur ce sujet, quand des camarades vous disent c'est trop compliqué les 4,8 millions de signataires, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai, personne ne le conteste. Mais je vous rappelle une chose que tout le monde semble avoir oubliée, c'est qu'au lendemain de la mobilisation des Gilets jaunes, Emmanuel Macron, vous savez, il y avait les grands débats là, parce que tout à l'heure on parlait du CNR. Vous vous rappelez du grand débat? Il y avait des cahiers de doléances. Vous avez des nouvelles des cahiers de doléances? Vous savez où ils sont? Vous savez ce qu'on a été fait des cahiers de doléances? Emmanuel Macron, il avait pris un engagement, il avait dit on abaissera à 1 million de signataires le seuil pour le référendum d'initiative partagée. Donc oui, on ira chercher les 4,8 millions de signataires, mais en même temps on le rappellera, on lui dira que lui il avait dit qu'il descendrait le seuil à 1 million et que pour l'instant il ne l'a pas fait. Et on aura besoin de toutes et tous pour mener ces batailles. Donc oui, il faut qu'on gagne des victoires. La victoire sur les super profits, elle est à portée de main. La victoire sur les salaires, on peut y arriver si on continue à se battre. Mais clairement, on n'y arrivera pas tout seul à l'Assemblée nationale, ça c'est clair. La victoire pour la planification écologique, pour la bifurcation écologique, pour des investissements enfin à la hauteur de la situation en matière d'efficacité énergétique, rénovation thermique de 800 000 logements par an, c'est ce qu'on propose, c'est dans notre programme, la transition agricole qui est nécessaire. Tous ces sujets-là, on peut les gagner, mais pour ça, à l'Assemblée, on ne pourra pas gagner tout seul. On a besoin qu'il y ait une mobilisation dans la rue. On a besoin, chaque député, quand il va voter contre la taxe sur les super profits, ils se disent qu'il ne pourra plus sortir sur le marché parce qu'il va se faire engueuler par toute la population qui va lui dire « Mais pourquoi tu as voté contre? Pourquoi tu as voté contre alors que nous, on est tous pour dans la circonscription ?» On a besoin que cette pression populaire, elle se ressente. Et c'est pourquoi c'est déterminant de s'organiser sur les initiatives de mobilisation qui sont prévues dans les prochaines semaines. Le secteur de la santé, ça a été dit, le 22 septembre. Le 29, à l'appel des organisations syndicales. Et la Grande Marche, pour l'instant, tout le monde n'est pas encore dans la Grande Marche, mais il y a encore du temps. Il va y avoir des gens qui vont rejoindre la dynamique. Il faut faire en sorte qu'on organise un rapport de force qui soit un rapport de force maximal. Parce qu'à l'Assemblée, à ce moment-là, on va être dans la discussion budgétaire. Que la question du financement de la sécurité sociale, elle sera sur la table à ce moment-là, que la question du financement de la secteur de la santé, il sera sur la table à ce moment-là. Et s'il y a un rapport de force dans la rue, on pourra gagner des batailles qu'on ne gagnera pas s'il n'y a pas ce rapport de force dans la rue. Donc oui, il faut se battre et on a besoin de vous pour être mobilisés dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et vous pouvez compter sur nous parce que nous, on ne lâchera rien à l'Assemblée nationale. Je voudrais vous dire une chose, les camarades en ont parlé, mais une chose, parce que je disais à la fin, ça se terminera peut-être entre l'extrême droite et nous. Et bien sûr qu'on a un travail de mobilisation à faire, un travail de bataille culturelle, de bataille idéologique à faire, et on a un travail d'explication et de désintoxication à faire. Quand on s'est battu, au début de l'été, quand on a déposé des amendements pour l'augmentation du SMIC à 1 500 €, le Rassemblement national il a voté contre. Quand on a déposé des amendements pour le gel des loyers, le Rassemblement national il a voté contre. Alors c'est bien beau de se présenter dans les campagnes électorales en disant c'est nous qui défendons les petites gens que tout le monde oublie, etc. Mais une fois qu'on arrive à l'Assemblée nationale, quand après on met les cravates, et puis on s'assoit, et puis on est bien calme, et puis à la fin, quand Emmanuel Macron met en place ce pseudo-projet de loi
était censé améliorer le pouvoir d'achat, mais en fait n'améliore pas le pouvoir d'achat, on entérine une baisse du pouvoir d'achat des Français. Bon, on vote pour parce que finalement on n'a pas trop envie de les ennuyer, et puis il faut montrer qu'on est bien élevé. Faites-le savoir, dites-le. Dites-le dans ces circonscriptions où le Rassemblement national a gagné, ou où le Rassemblement national a progressé depuis 5 ans. Dites la réalité des votes qui sont mis en place. Je vous raconte une histoire. Hier, avec Marina, on était à Draguignan, dans le Var, député, circonscription d'un député du Rassemblement national. Il y a un collectif, avec l'ensemble des organisations qui sont ici à peu près, qui est mobilisé parce que ça fait 47 semaines maintenant que les urgences de l'hôpital de Draguignan ont été fermées. Alors, écoutez pas le ministre de la Santé, il vous dit qu'il n'y a aucune urgence fermée. Hein. Mais là-bas, concrètement, elles sont fermées, les urgences. Donc ça veut dire si vous arrivez, c'est une maladie, une urgence extrême, vous êtes pris en charge. Si ce n'est pas le cas, on ne s'occupe pas de vous. Ça, c'est une réalité. Depuis 47 semaines, il y a une mobilisation. Un collectif qui se réunit tous les vendredis soirs devant l'hôpital. Voilà. Et ils nous ont invités à aller à leur rencontre. Et puis on est rentré. Et puis on a vu la déclaration du député local, député Rassemblement National. Et il a dit, parce qu'en fait ils ont une mascotte là-bas, le collectif, ils ont une chèvre qu'ils amènent devant l'hôpital tous les vendredis. Et ils sont 70, 80, 100, ils sont mobilisés, voilà, tous les vendredis. Et le député du Rassemblement National, il écrit ah, les chèvres se sont réunies aujourd'hui devant l'hôpital. Alors peut-être que c'est drôle, hein, mais voilà un député du Rassemblement National, à quoi ça sert quand il y a un hôpital dont les urgences sont fermées depuis 47 jours, que l'hôpital est menacé de fermeture dans les prochaines semaines. Au lieu de se battre et de se mobiliser pour défendre l'hôpital de sa circonscription, il préfère insulter les habitants qui se mobilisent depuis 47 jours pour essayer de le défendre, cet hôpital. Ben voilà à quoi ça sert, c'est-à-dire strictement à rien, un député du Rassemblement National, quand il faut se battre pour les habitantes et les habitants de sa circonscription. Faites-le savoir, ça aussi, je pense que ça intéressera des gens. Alors comme il ne faut pas que je sois trop long, juste vous dire, je pense que j'ai essayé de lister quelques éléments de la rentrée. La NUP, dans tout ça, me direz-vous, bah, Pierre a raison, on n'est pas tous pareils. Chaque organisation politique, elle continue, et c'est normal, à avoir ses habitudes, ses réunions, ses moments, ses capacités d'expression autonome et ses capacités d'initiative autonome. Mais on agit ensemble. À l'Assemblée nationale, il faut qu'on agisse ensemble sur le terrain, il faut qu'on mène des campagnes ensemble, il faut qu'on mène des batailles ensemble, il faut qu'on permette à celles et ceux qui nous ont rejoints, sans être membres d'une de nos organisations politiques, mais qui ont envie d'aider la NUP de pouvoir le faire, d'avoir un lieu pour s'exprimer, un lieu pour s'implanter, un lieu pour militer, un lieu pour donner le coup de main et pour participer à l'ensemble de ces initiatives. Vous inquiétez pas trop, depuis le début de la constitution de la NUP, on dit de toute façon, dans une semaine, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, moi j'ai fait 1 an de campagne présidentielle, on m'a dit pourquoi vous vous alliez pas avec les autres, et puis j'ai fait 2 mois de campagne aux législatives, on m'a dit pourquoi vous vous êtes alliés avec les autres. Voilà. Pendant 1 an, on m'a dit mais vous êtes d'accord sur tout et vous n'êtes pas alliés, et puis pendant 2 mois, on m'a dit vous êtes d'accord sur rien, mais vous vous êtes alliés. Donc attendez pas des médias qui vous applaudissent et qui vous disent que c'est super ce que vous faites. Ils nous diront en permanence que ça va exploser, que c'est fragile, que ça ne fonctionne pas. Moi ce que je sais, c'est que depuis qu'on est ensemble à l'Assemblée nationale, on a continué à travailler ensemble, on a renforcé nos habitudes de travail en commun, on a déposé des propositions de loi en commun, on a voté une motion de censure en commun, on a déposé une motion de censure en commun, on va déposer une proposition budgétaire alternative en commun, on va avoir un séminaire de rentrée en commun, on dépose des amendements en commun, on organise des initiatives comme la marche, je l'espère, demain en commun. Bon, on continue à travailler ensemble. Et puis en même temps, chacun continue, c'est normal, à conserver aussi ses capacités d'expression autonome. On n'a jamais dit qu'on allait se dissoudre tous dans la même organisation. Donc on va continuer à le faire. Et si parfois il y a des soubresauts, c'est la vie. On a besoin de rester rassemblés parce que les gens, ils ont besoin de ça. On a besoin de rester ensemble parce qu'on doit être prêt. On doit être prêt à faire en sorte que demain, l'alternative à Emmanuel Macron dans ce pays, ça soit nous et pas l'extrême droite. C'est pour ça qu'on se bat, on le sait tous. Donc on ne fera pas n'importe quoi et on compte sur vous pour